Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sparkverse, le podcast qui explore en profondeur les histoires, les secrets et les coulisses de Disneyland Paris et des parcs Disney à travers le monde. Aujourd'hui, on selle nos chevaux, on ajuste nos chapeaux et on part à la conquête de l'Ouest, mais pas n'importe lequel. L'Ouest version Disney, celui où les saloons s'illuminent au coucher du soleil, où les trains grondent dans les montagnes rouges et où derrière chaque planche de bois patinée se cache une légende. Frontierland est présent presque partout dans l'univers Disney, en Californie, en Floride, à Tokyo et même sous une autre forme à Hong Kong, mais à Paris, il porte un nom particulier, presque chuchoté par le vent qui siffle entre les messas, Thunder Mesa. Et c'est là que réside toute sa singularité. Dans cet épisode, nous allons voyager à travers tous ces territoires pour comprendre comment Frontierland a évolué d'un parc à l'autre et pourquoi la version parisienne est souvent considérée comme la plus aboutie au monde. Nous parlerons des grandes inspirations historiques et cinématographiques, des secrets de construction, des projets abandonnés et bien sûr de la légende tragique qui unit Big Thunder Mountain et Phantom Manor. Voici le programme de notre chevauché. Tour du monde des Frontierland, de l'Amérique fantasmée de Walt Disney en Californie jusqu'à Grizzly Gulch à Hong Kong, sans oublier l'absence remarquée de Frontierland à Shanghai Disneyland. Actu magique, les nouveautés en cours et à venir comme les Rainbow Caverns qui ressurgissent en Floride ou les nouvelles scènes de River of Far West à Paris. Le coin histoire, un retour aux sources avec les westerns hollywoodiens, les films Disney et les inspirations réelles qui ont façonné Thunder Mesa. Backstage, les coulisses de la construction de la montagne au vieillissement minutieux du bois des façades. Grand dossier, l'exploration de Thunder Mesa dans toute sa richesse avec ses attractions iconiques, ses personnages, ses spectacles disparus, ses projets avortés, ses secrets et ses anecdotes. Et pour finir, une conclusion où je partagerai mon avis personnel sur Frontierland et pourquoi, selon moi, la version parisienne reste la plus aboutie grâce à son histoire cohérente qui relie chaque lieu et chaque attraction. Pourquoi un épisode sur Frontierland maintenant ? Parce que ce land est en pleine mutation. À Paris, ses rivières s'enrichissent de nouvelles scènes, le Molly Brown retrouve son éclat et même la restauration se part de storytelling avec Cloverland Trail Café et sa collaboration inédite avec Doritos. En Floride, Big Thunder Mountain Railroad s'offre une renaissance spectaculaire et partout ailleurs, Frontierland continue d'évoluer, de se transformer ou même de disparaître comme à Shanghai. Mais avant tout, cet épisode est une déclaration d'amour à ce que Frontierland raconte au-delà des cow-boys et des duels, l'obsession de la conquête, le prix du progrès, la fragilité des territoires et la persistance des légendes. Frontierland, c'est la fabrique du mythe américain réinventé par Disney et ses Imagineers pour nous faire voyager. Alors, préparez vos bottes, accrochez vos ceintures et ouvrez grand vos oreilles. Nous partons pour une chevauchée qui commence dans les rues poussiéreuses de Thunder Mesa, traverse les cavernes phosphorescentes de Big Thunder Mountain et grimpe jusqu'aux hauteurs inquiétantes de Phantom Manor. Bienvenue à Frontierland, bienvenue dans Sparkverse et maintenant en selle. Avant de plonger dans l'histoire et les coulisses, faisons une pause sur l'actualité, car Frontierland n'est pas qu'un hommage figé au western d'antan, c'est un territoire en constante évolution, et ces derniers mois, les annonces autour du Far West Disney se sont multipliées entre Paris et Orlando. À Walt Disney World, Big Thunder Mountain Railroad, l'une des attractions les plus populaires du Magic Kingdom, vit actuellement une transformation de grande ampleur, réouverture prévue en 2026 et attention, ce n'est pas une simple rénovation technique. Les Imagineers redonnent vie à un morceau de l'histoire Disney disparu depuis des décennies, les Rainbow Caverns. Ces grottes phosphorescentes peuplées de stalactites et de stalagmites, iridescentes, brilleront à nouveau de mille feux. Les visiteurs traverseront des piscines souterraines lumineuses dans une ambiance presque surnaturelle. Mais derrière la beauté se cache un danger, un grondement. Sourd résonne au cœur de la montagne, car Big Thunder Mountain n'est pas qu'une attraction, c'est une malédiction vivante. Cette refonte permet aussi d'actualiser l'histoire de Barnabas T. Bouillon, fondateur fictif de la compagnie minière dont l'obsession pour l'or continue de provoquer la colère des forces de la nature.
Panne de machines, effondrement de tunnels, trains incontrôlables, les visiteurs deviennent témoins directs de cette lutte entre l'homme et la montagne. Ce choix confirme l'importance de Big Thunder Mountain dans l'ADN de Frontierland comme une pièce maîtresse sans laquelle tout l'édifice perdrait son équilibre. Pendant que la Floride modernise, Disneyland Paris sublime. Après la grande réhabilitation de Big Thunder Mountain en 2024, c'est au tour des River of Far West de bénéficier d'une mise à jour scénaristique. Contrairement à Walt Disney World qui a préféré transformer ses River America en un mini-land Cars, Paris a choisi la voie de l'authenticité, enrichir la narration plutôt que de la remplacer. De nouvelles scènes prennent place autour du gigantesque lac. 2 ratons laveurs et une moufette dessinée par Mac Davis trouvent désormais refuge à Joe's Landing. Des bisons et des chiens de prairie rendent hommage au projet avorté Western River Expedition qui aurait dû voir le jour en Floride. 3 biches et 2 cerfs viennent s'abreuver dans une cascade apportant une respiration poétique et naturaliste. À Smuggler's Cove, un killboat retrouve sa place dans l'histoire, décoré pour suggérer la présence de trappeurs ou de flibustiers du fleuve. Ces ajouts prolongent la vie de Thunder Mesa en renforçant les liens entre la nature, l'histoire et les légendes, le tout visible à bord du Molly Brown actuellement rénové intégralement de la proue à la poupe. Les Imagineers ont même chiné des accessoires authentiques du 19e siècle pour parfaire l'immersion. À partir de 2025, Frontierland au Magic Kingdom changera radicalement de visage avec l'arrivée de Piston Peak National Park, directement inspiré de l'univers de Cars et du film dérivé Planes, Fire and Rescue. Les visiteurs y découvriront une attraction familiale mettant en scène Flash McQueen et Martin dans une aventure interactive. Un rallye off-road pour les amateurs de sensations fortes, course sur des sentiers de montagne, geysers imprévisibles et traversées boueuses garanties. Le décor pensé comme un gigantesque parc naturel mélangera architecture des parcs nationaux américains et clin d'œil à Radiator Springs. Disney justifie ce choix par une vision élargie de Frontierland, non plus uniquement le Far West du 19e siècle, mais l'ensemble de l'American Frontier, qu'il soit minier, agricole ou automobile. Si cette décision divise les fans les plus attachés à la tradition, elle illustre bien la philosophie actuelle des parcs. L'Ouest est une idée en perpétuelle réinvention. Que l'on soit à Orlando ou à Paris, une chose est claire, Frontierland refuse de rester figé. À Paris, le choix est celui de la continuité, enrichir une histoire déjà solide, rendre Thunder Mesa encore plus vivante et cohérente encore. En Floride, on ose la réinvention, intégrer des franchises modernes comme Cars pour attirer de nouvelles générations. 2 approches différentes, mais un même objectif, faire de Frontierland un espace toujours en mouvement. Et justement, pour comprendre pourquoi ces choix sont si forts et parfois controversés, il faut revenir aux origines. Comment Frontierland a-t-il vu le jour en 1955 ? Quel Far West et quelles légendes ont inspiré les Imagineers ? Et surtout, pourquoi la version parisienne avec sa ville de Thunder Mesa est-elle considérée comme un chef-d'œuvre unique ? C'est ce que nous allons explorer dans le coin Histoire. Bienvenue dans le coin Histoire, la rubrique où l'on prend le temps de remonter aux sources pour comprendre comment les idées et les traditions se sont construites dans l'univers Disney. Aujourd'hui, impossible de parler de Frontierland sans voyager dans le temps, car ce land présent dans presque tous les parcs Disney du monde n'est pas né d'un seul coup de crayon. Il est le résultat d'une longue réflexion artistique, culturelle et historique. Frontierland est l'un des 4 lands fondateurs de Disneyland en Californie, ouvert en 1955. À l'époque, Walt Disney lui-même souhaitait proposer aux visiteurs un voyage au cœur de l'histoire américaine. Nous sommes au milieu des années 50 et la télévision diffuse alors avec succès les épisodes de Davy Crockett, la série produite par les studios Disney. Le héros, Trapper, incarné par Faith Parker, est devenu une véritable icône populaire. Les enfants portent sa fameuse Coonskip Cap, toque en peau de raton laveur, et les familles s'enthousiasment pour les récits de pionniers de rivières sauvages et de vastes territoires encore indomptés. C'est dans ce contexte que Walt imagine Frontierland, un espace consacré à la conquête de l'Ouest, aux grandes plaines, aux cow-boys, aux Indiens et à la naissance des États-Unis modernes.
Mais attention, il ne s'agit pas d'un musée d'histoire. Dès le départ, Frontierland a toujours été une vision romancée, une sorte de western vivant où les visiteurs peuvent eux-mêmes devenir les pionniers. À Anaheim, Frontierland s'articule autour des Rivers of America, grande étendue d'eau où naviguent le Mark Twain Riverboat et les canoës. Les visiteurs pouvaient incarner Davy Crockett ou Mac Fink et cette immersion à mi-chemin entre histoire et fiction fit le succès du land. Dans les années 50, les Imagineers s'appuient sur l'imaginaire collectif façonné par Hollywood. Les westerns sont alors au sommet de leur popularité. Les films de John Ford tournés à Monument Valley gravent dans les esprits des images puissantes. Immense plateau désertique, mesa rouge à perte de vue, cow-boy solitaire au coucher du soleil. Cet héritage visuel s'impose comme un langage universel. Quand un visiteur entre dans Frontierland, il reconnaît instinctivement les lieux et les ambiances, même sans avoir mis les pieds dans l'Ouest américain. C'est ce mélange réel et de fiction qui donne toute sa force au concept. Quand Euro Disneyland est en chantier dans les années 1980, l'équipe menée par Jeff Burke sait qu'il faut réinventer Frontierland pour le public européen. Les Imagineers parcourent alors l'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique. Ils photographient, dessinent, récoltent des échantillons de végétation. Leur objectif est clair, recréer à Marne-la-Vallée une version crédible et spectaculaire du Far West. Mais Jeff Burke veut aller plus loin. Plutôt qu'un simple patchwork de décors western, il imagine une ville entière cohérente. Thunder Mesa, un lieu où tout est relié, où chaque bâtiment raconte une histoire, où les attractions elles-mêmes s'intègrent dans une fresque commune. Et c'est ici que Frontierland à Paris devient unique. À Anaheim, Orlando ou Tokyo, Frontierland est une juxtaposition d'attractions et de thèmes. Un fort, un saloon, une mine, mais à Paris, tout est pensé comme une véritable communauté. Thunder Mesa est une ville fictive de Louisiane avec la mine maudite de Big Thunder Mountain, le manoir des Ravenswood, théâtre de la tragédie de Phantom Manor, le Lucky Nugget Saloon tenu par Diamond Lil, la gare ferroviaire de Riverboat Landing, les ranchs et les commerces. Chaque zone a un rôle dans cette fresque et même les restaurants s'inscrivent dans cette logique. Jeff Burke et ses équipes ne s'inspirent pas seulement de la géographie de l'Ouest, mais aussi du cinéma. 4 films particuliers nourrissent l'esthétique de Thunder Mesa. La conquête de l'Ouest de 1962, saga familiale, paysage de Monument Valley. Le dernier géant de 1976, dernier rôle de John Wayne qui inspira le Cottonwood Creek Ranch. Tombstone de 1993, ses décors et saloons nourrissent le design du Lucky Nugget. Silverado de 1985, sa musique épique composée par Bruce Brunton est intégrée à la bande son du land. Et bien sûr, les productions Disney elles-mêmes comme Davy Crockett ou l'honorable Griffin qui inspira le nom du Lucky Nugget. Impossible de parler de Frontierland à Paris sans évoquer le Fuente del Oro restaurant, transformé en Casa de Coco Restaurante de Familia en 2021. Dans ses premières années, ce lieu accueillait un show Zorro en extérieur, un spectacle de cap et d'épée qui animait la petite place mexicaine de Frontierland. Les visiteurs pouvaient alors assister à des combats chorégraphiés en plein cœur de Thunder Mesa, rappelant que Frontierland ne se limitait pas aux cow-boys, mais intégrait aussi les influences hispaniques et mexicaines. Le Fuente del Oro rendait hommage au village du nord du Mexique avec ses arcades, ses couleurs vives et ses fresques murales. La transformation en Casa de Coco a renforcé cette identité, liant le quartier à l'univers Pixar mais sans trahir la volonté originelle, montrer la proximité culturelle entre l'Ouest américain et le Mexique. Ce petit quartier illustre parfaitement la richesse de Frontierland Paris, un land où chaque zone raconte un fragment différent du mythe de l'Ouest, qu'il soit anglo-saxon ou latino. Enfin, il faut souligner l'importance de la musique dans Frontierland. Quelques notes suffisent pour plonger les visiteurs dans l'imaginaire du Far West. Des compositions originales se mêlent à des extraits de western célèbres, créant alors une ambiance à la fois familière et immersive. À Paris, l'idée de Jeff Burke d'intégrer des morceaux issus du film Silverado s'avéra si efficace que la pratique fut reprise dans d'autres parcs Disney par la suite. Frontierland est un rêve de cinéma. Cowboy,
pionniers, saloons, mais c'est aussi un récit situé, chargé d'histoires réelles, amérindiennes, mexicaines, métissées, que les parcs abordent aujourd'hui avec plus de soin. À Paris, Thunder Mesa n'idéalise pas la ruée vers l'or. La montagne se venge, la nature répond et l'avidité a un prix. Ce regard nourrit aussi les choix récents du resort. Casa de Coco, héritière du Fuente del Oro et du Chosoro, rappelle que l'Ouest n'est pas qu'anglo-saxon. Il est frontalier, multiple, traversé d'échanges et de douleurs. Les nouvelles scènes de Rivers, inspirées par Mark Davis, ajoutent une tendresse naturaliste là où jadis régnait l'exploit et la conquête. Ce regard plus nuancé ne casse pas la magie, il l'enrichit. Il nous invite à admirer l'artisanat, rire d'un gag visuel, tout en conservant la conscience de ce qui a été perdu, des terres, des voix, des mémoires. Si Thunder Mesa émeut autant, c'est parce qu'on y entend à la fois la chanson des pionniers et le grondement discret d'une montagne qui n'oublie rien. Et puisque chaque mythe tient aussi à la main de ceux qui le façonnent, passons maintenant derrière le décor. Maintenant que l'on connaît les aspirations et la vision qui ont donné vie à Thunder Mesa, il est temps d'aller derrière le décor. Comment construit-on une montagne sur pilotis ? Comment patine-t-on à Saloon pour qu'il semble centenaire et quels secrets se cachent dans les coulisses des bateaux et des animatronics? C'est ce que nous allons découvrir dans Backstage. Bienvenue dans les coulisses de Frontierland. Ici, on lève le voile sur ce que les visiteurs ne voient pas mais qui fait toute la différence. Car si Frontierland paraît si naturel et cohérent, c'est grâce à un vrai travail colossal mené par des dizaines d'artisans, d'ingénieurs et d'imagineers. Quand Euro Disneyland a été conçu, Frontierland fut l'un des projets les plus ambitieux. Il fallait ériger une montagne de 33 mètres de haut, creuser un lac artificiel de 5 hectares, les Rivers of Far West, et bâtir une ville complète dans le style du 19e siècle. Les Imagineers importèrent différents types de bois, de roches et de végétaux pour recréer fidèlement l'ambiance de l'Ouest. Certains cactus sont en réalité des faux en résine, si réalistes que même des jardiniers chevronnés se laissent prendre au piège. À Paris, Big Thunder Mountain a été conçu comme l'attraction centrale du land. Contrairement aux autres versions, elle est installée sur une île au milieu du lac, obligeant les trains à traverser un tunnel sous-marin. Un défi colossal. Des centaines de pieux ont été enforcés pour stabiliser l'île artificielle. Les tunnels ont été construits comme de véritables ouvrages de génie civil. Le parcours est plus long que partout ailleurs, 3 minutes 30 contre 2 minutes 30 en moyenne. Résultat, une version plus immersive, plus spectaculaire, considérée par de nombreux fans comme la meilleure Big Thunder Mountain du monde. À quelques pas de la montagne, Phantom Manor illustre le perfectionnisme des Imagineers. Les planches de bois de la façade ont été vieillies artificiellement avec peinture, brûlure et traitements chimiques. L'éclairage du hall d'entrée évolue au fil de la journée, simulant une lumière naturelle. La bande-son a été enregistrée à Londres avec un orchestre philharmonique, donnant une profondeur dramatique et unique. Contrairement aux Haunted Mansion américaines, teintée d'humour macabre, la version parisienne s'inspire du romantisme gothique européen. Edgar Allan Poe, Victor Hugo et les ruines mélancoliques de la littérature gothique anglaise. Frontierland est un véritable organisme vivant. Chaque nuit, une armée de techniciens prend le relais pour inspecter et remplacer les rails de Big Thunder Mountain, réparer les animatronics, bisons, coyotes, cerfs et j'en passe, soumis à l'humidité et au froid, repeindre certaines façades pour conserver l'illusion du temps qui passe. Même les bateaux Molly Brown et Mark Twain, malheureusement maintenant disparus que l'on croit libres, suivent en réalité un rail sous-marin. Les capitaines ne conduisent pas vraiment, ils assurent la sécurité et l'animation du voyage. Frontierland n'est pas seulement un décor figé, c'était aussi une scène vivante. Au Lucky Nugget Saloon, les visiteurs pouvaient déjeuner en assistant à un show de cabaret western avec Miss Diamond Lil. Pendant les premières années, la petite plaque mexicaine accueillait un spectacle Zorro avec cascades et combats chorégraphiés. De nombreux shows ont disparu, mais restent dans les mémoires. Tarzan la rencontre, La forêt d'enchantement, Pocahontas le spectacle, Mickey et la magie de l'hiver et sa patinoire, Goofy's Summer Camp ou encore Chantons la Reine des Neiges.
Ces spectacles participaient à donner à Frontierland une dimension vivante et communautaire, comme si Thunder Mesa respirait au rythme de ses habitants. Saviez-vous qu'il y avait autrefois une attraction permettant de naviguer à bord de petits bateaux autonomes sur les rivières au Far West? Les River Rogue Boats ouvraient en 1992, de petites embarcations inspirées de Davy Crockett où le capitaine improvisait une narration pendant le trajet. Hélas, la faible capacité des bateaux et les contraintes logistiques entraînèrent leur fermeture au début des années 2000. Aujourd'hui, leurs embarcadères sont encore visibles, vestiges discrets d'un temps où Frontierland offrait encore plus de variété, d'expériences. Passons maintenant aux projets abandonnés, Splash Mountain et Jersey Mountain. Dans les années 1990, les Imagineers ont envisagé un Splash Mountain adapté à l'univers de Pocahontas. Contrairement aux versions américaines inspirées de Mélodie du Sud et aujourd'hui de La Princesse et de la Grenouille, celle-ci aurait présenté la rivière de Pocahontas et ses animaux. Prévu vers 1999 avec une capacité record pour l'époque de 2060 visiteurs par heure, la descente aurait été la plus haute d'Europe. 2 emplacements étaient envisagés, près du Frontierland Depot ou à la place de l'actuel Frontierland Theater. Finalement, le projet fut abandonné, trop coûteux, peu adapté au climat européen et jugeant redondant avec la concurrence Europa Park et Port Aventura. C'est un peu un pied de nez que font les Imagineers avec une attraction de type Splash Mountain qui ouvrira les prochaines années dans le parc Disney Adventure World. Autre projet avorté, Geyser Mountain. Pensé comme une alternative à la Tower of Terror, elle aurait pris place derrière Big Thunder Mountain. Le principe, une tour verticale dans une montagne creuse. Les visiteurs embarqués dans un ascenseur de mine propulsé par une éruption de geyser. L'attraction mêlait décors naturalistes, effets spéciaux aquatiques et sensations fortes. Prévu pour le début des années 2000, le projet fut annulé en raison de difficultés budgétaires. Mais certains concepts furent recyclés jusqu'à Tokyo Disney Sea ou Hong Kong Disneyland. Même les restaurants participent au storytelling. Le Silver Spur Steakhouse, club UP pour notables de Thunder Mesa, Casa de Coco, ex-Fuente del Oro, hommage à la culture mexicaine autrefois animée par un show Zorro, le Cowboy Cookout Barbecue, vaste grange accueillant festin communautaire, ou enfin l'Overland Trail Café, dernière nouveauté intégrée avec un storytelling. Doritos est un personnage inédit, une pionnière locale. Chaque repas devient alors une extension du récit de Frontierland. Nous avons exploré les coulisses, les secrets, les spectacles disparus et les projets abandonnés, mais pour comprendre toute la puissance narrative de Frontierland, il faut plonger au cœur de Thunder Mesa elle-même, sa légende, ses attractions, ses drames et ses habitants. C'est l'heure du grand dossier. Chers auditeurs, il est temps d'ouvrir en grand les portes de notre grand dossier, ce moment où Sparkverse prend le temps de poser un regard approfondi sur l'une des créations majeures de Disneyland Paris. Frontierland n'est pas un simple land western, c'est un univers entier, une fresque narrative, une œuvre d'imagineering totale. Ici, chaque attraction, chaque boutique, chaque façade raconte une histoire. Et à Paris, cette histoire a un nom, Thunder Mesa. Mais avant d'entrer dans cette ville maudite où les fantômes rôdent et où la montagne gronde, faisons un détour par l'ailleurs. Regardons ce que Frontierland est devenu dans d'autres parcs Disney et pourquoi Paris a pris une voie radicalement différente. Dans la plupart des parcs Disney, Frontierland est une mosaïque de symboles. Un saloon au volet battant, un fort en rondins de bois, une mine abandonnée, quelques tipis d'indiens, une gare ferroviaire, autant d'éléments qui évoquent instantanément le Far West. C'est le cas à Disneyland Resort en Californie, le premier, à Walt Disney World en Floride ou encore à Tokyo Disneyland. Chaque version rend hommage à l'Ouest américain tel qu'Hollywood et la culture populaire l'a façonné depuis les années 30. Ce qui frappe, c'est la manière dont chaque Frontierland est en réalité un miroir de son époque. Dans les années 50, en Californie, Frontierland incarnait l'âge
d'or des westerns à la télévision et au cinéma avec Davy Crockett en figure tutélaire. Dans les années 1970, en Floride, il devint une extension familiale avec davantage de place pour les grandes attractions comme Country Bear Jamboree et surtout Big Thunder Mountain Railroad. À Tokyo, en 1983, Frontierland fut rebaptisé Westernland pour des raisons culturelles. Le mot frontière n'avait pas de sens immédiat pour le public japonais. Là encore, c'est une adaptation culturelle de l'imaginaire occidental. Hong Kong ne possède pas de Frontierland classique. À la place, les visiteurs découvrent Grizzly Gulch, une version réinventée de l'Ouest américain. Ce land, ouvert en 2012, est bien plus qu'une copie. Il symbolise une volonté d'adapter le western à un public asiatique moins familier avec l'imagerie hollywoodienne traditionnelle. Thème, un camp minier installé autour d'une montagne en force d'ours, Big Grizzly Mountain, où la légende locale raconte que l'esprit des grizzlies protège les lieux. Attraction phare, Big Grizzly Mountain Runaway Mean Cars, une montagne russe hybride qui combine l'esprit de Big Thunder Mountain et certaines mécaniques d'expédition Everest. Les trains s'emballent, reculent en arrière à grande vitesse et traversent des séquences surprenantes à travers des geysers, des dynamitages et même des rencontres avec des ours facétieux. Ambiance, là où Thunder Mesa propose un western dramatique et presque tragique, Grizzly Gulch adopte un ton plus léger, plus humoristique, presque cartoonesque. Les ours y tiennent une place centrale, ajoutant une touche de folklore et de fantaisie. Ce choix révèle l'intelligence des Imagineers. Plutôt que de plaquer un western classique qui aurait semblé trop étranger, ils ont préféré réinventer le mythe sous une forme plus accessible et universelle. À Shanghai Disneyland, ouvert en 2016, il n'y a aucun Frontierland. Le choix fut assommé par Disney et il marque une rupture dans l'histoire des parcs. Pourquoi ? Parce que les visiteurs chinois n'ont pas grandi avec les westerns hollywoodiens ni les récits de pionniers. L'Ouest américain n'évoque pas chez eux une mémoire collective ou une mythologie partagée. À la place, les Imagineers ont conçu des univers originaux plus proches de la culture et des attentes locales. Treasure Cove, le tout premier land au monde entièrement consacré à Pirates des Caraïbes avec l'attraction révolutionnaire Battle for the Sunken Treasure. Adventure Isles, un espace sauvage et mythologique inspiré de l'exploration des légendes anciennes et de nature indomptée. Shanghai illustre une idée forte. Frontierland n'est pas une obligation, c'est un produit culturel occidental né du cinéma et de la littérature romantique du 19e siècle. Si Paris a conservé ce land, c'est parce que le western fait partie de l'imaginaire européen, porté par les films de Sergio Leone, les romans de Fillmore Cooper ou encore les spectacles itinérants de Buffalo Bill. On comprend mieux pourquoi en Europe, Frontierland a pris une dimension unique, parce qu'il pouvait résonner avec la culture des visiteurs et devenir une fresque tragique et immersive comme Thunder Mesa. Lorsque les Imagineers ont conçu Euro Disneyland au début des années 90, une grande question s'est posée. Comment intéresser le public européen à l'Ouest américain ? Contrairement aux États-Unis où cow-boys et pionniers font partie de l'histoire nationale, l'Ouest est chez nous une image importée, véhiculée surtout par Hollywood et la littérature populaire. Jeff Burke, directeur artistique de Frontierland, propose une idée révolutionnaire. Plutôt que de juxtaposer attractions et bâtiments, créer une ville entière, Thunder Mesa. Cela permettait d'avoir un fil narratif cohérent, reliant Big Thunder Mountain, Phantom Manor, les restaurants, les boutiques et même les rivières, et de séduire le public européen plus attaché à la dramaturgie, à l'histoire et au récit gothique. Résultat, à Paris, Frontierland n'est pas une succession de décors western, mais une communauté fictive, avec ses habitants, ses drames, ses fantômes, son économie et ses lieux de vie. Une véritable ville minière née d'une ruée vers l'or maudite. Ici, Frontierland n'est pas une juxtaposition de décors ou d'ambiance. C'est une véritable ville fictive, pensée comme si elle avait réellement existé. Son nom résonne comme une légende, Thunder Mesa.
Quand les Imagineers dirigés par Jeff Burke ont conçu Frontierland dans les années 80-90, ils ont refusé l'approche patchwork. Pas question d'aligner simplement un fort militaire, quelques tipis et un saloon poussiéreux, il fallait une cohérence narrative. L'idée, construire une ville entière avec son économie, ses habitants, ses légendes et ses drames. Thunder Mesa possède tout ce qui fait une véritable communauté pionnière. Une gare ferroviaire reliant la petite ville aux autres terres de Disneyland Paris, elle n'est pas seulement décorative, elle inscrit Thunder Mesa dans l'histoire américaine du 19e siècle, celle où le chemin de fer représentait le progrès et la conquête. Des commerces, allant de la boutique de souvenirs à la Thunder Mesa mercantile, qui semble tout droit sorti d'un véritable comptoir de l'époque. Chaque panneau, chaque vitrine est pensée comme si une histoire personnelle se cachait derrière. Un saloon et des restaurants, du Silver Spur Steakhouse réservé à l'élite locale au Lucky Nugget Saloon, symbole de la ruée vers l'or et des cabarets animés. Une mine maudite, Big Thunder Mountain, qui alimente toute la prospérité et la malédiction de la ville. Un manoir hanté, celui des Ravenswood, dominant la ville depuis Bootheel et rappelant que la richesse a un prix. Des ranchs et des fermes comme Cottonwood Creek Ranch qui évoquent l'extension agricole et la vie quotidienne des pionniers. Des bateaux à aube qui rassurent la communication et le commerce sur les rivières of Far West, liant Thunder Mesa au monde extérieur. Contrairement aux autres parcs où Frontierland est un assemblage d'images, Paris propose une fresque vivante et cohérente. Chaque bâtiment, chaque recoin, même les ruelles secondaires, fait partie d'un récit global. Au cœur de cette cohérence se trouve une légende amérindienne, celle de l'oiseau tonnerre. Les natifs de la région considéraient la montagne comme un lieu sacré, protégé par cet esprit colossal. Mais l'arrivée des colons et des chercheurs d'or bouleversa cet équilibre. Henry Ravenswood, magnat local et fondateur de Thunder Mesa, ignora les avertissements et exploita la mine de Big Thunder. La suite, vous la connaissez. Accident, tremblement de terre, disparition mystérieuse, la montagne semblait se défendre elle-même. La mine devint maudite et la malédiction s'étendit peu à peu sur toute la ville. Cette dimension mythologique distingue radicalement Paris. Frontierland n'est pas seulement un décor de western, c'est un récit où la nature et les esprits ont une place centrale. Impossible de parler de Thunder Mesa sans évoquer ses habitants les plus célèbres, la famille Ravenswood. Henry Ravenswood, pionnier ambitieux et autoritaire, fit fortune grâce à la mine. Son obsession pour l'or et le progrès le rendit aveugle au signe de la malédiction. Martha, son épouse, partagea son destin tragique lors du tremblement de terre qui détruisit une partie de la ville. Mélanie Ravenswood, leur fille unique, devait se marier, mais son fiancé disparut mystérieusement le jour du mariage. Depuis, Mélanie erre dans le manoir, spectre mélancolique condamné à attendre pour l'éternité. Enfin, le fantôme, figure mystérieuse du manoir que beaucoup identifient Henry lui-même, revenu hanter sa fille et éloigner ses prétendants. Là encore, Paris a fait un choix radicalement différent des autres parcs en reliant Phantom Manor et Big Thunder Mountain par une histoire familiale et une malédiction. Les Imagineers ont créé une saga tragique presque digne d'un roman gothique. Ce qui rend Thunder Mesa unique, c'est que tout est relié. La mine explique la richesse de la ville, cette richesse permet la construction du manoir, le manoir raconte le destin tragique des Ravenswood, victimes indirectes de la malédiction de l'oiseau tonnerre, les commerces, le saloon, la gare, le ranch, tous dépendent de l'activité minière et de la prospérité maudite de Thunder Mesa. Peu de landes Disney possèdent un tel niveau de cohérence narrative. À Anaheim ou Orlando, Frontierland reste un décor thématique. À Paris, il devient une véritable mythologie où chaque élément est une pièce du puzzle. Si Frontierland a une âme, elle est partagée entre la montagne et le manoir. Mais Big Thunder Mountain est sans conteste l'icône visuelle du land, la première chose que l'on remarque en arrivant dans Thunder Mesa. Contrairement aux autres versions situées sur la terre ferme, en Californie, en Floride et à Tokyo, Paris a pris un pari audacieux, placer la montagne sur une île au milieu des Rivers of the Far West. Cela change tout. Le parcours commence par un tunnel sous-marin qui relie la gare de Thunder Mesa
à l'île. Dès le départ, les visiteurs vivent une transition unique. Ils quittent la ville et basculent littéralement dans un autre monde, celui de la mine maudite. Cette séparation physique symbolise la rupture entre la civilisation et la nature sauvage, mais surtout entre la vie et la malédiction. Avec 3 minutes 30 de course, la version parisienne est la plus longue au monde. Aux États-Unis, les versions tournent autour de 2 minutes 30. À Paris, les Imagineers ont profité de l'espace et du décor insulaire pour allonger le tracé, ajoutant des tunnels, des chutes, des passages souterrains et de nombreux effets spéciaux. Résultat, une aventure plus complète, plus narrative, où l'on a vraiment l'impression d'explorer une montagne vivante. À Paris, Big Thunder Mountain n'est pas qu'une attraction, c'est un chapitre de l'histoire de Thunder Mesa. La montagne était autrefois sacrée par les natifs, protégée par l'esprit de l'oiseau tonnerre. Henry Ravenswood, propriétaire de la mine, refusa d'écouter les avertissements. Il fit creuser et dynamiter les entrailles de la montagne. Rapidement, des phénomènes étranges apparus, accidents mortels, effondrements, wagonnets incontrôlables. Les habitants comprirent que la montagne se vengeait, que l'oiseau tonnerre avait maudit la mine et ses exploitants. Aujourd'hui encore, les visiteurs embarquent dans des wagonnets fous, pris dans la malédiction. Ce n'est pas la mécanique qui déraille, c'est la montagne qui prend le contrôle. Le premier lift dans l'obscurité du tunnel sous-marin, des chauves-souris surgissent au-dessus des visiteurs. Les dynamitages au sommet, on entend et on voit les explosions qui fragilisent la roche. La descente dans le Canyon Rouge, probablement l'une des plus belles vues de Disneyland Paris, avec le château au loin en arrière-plan. Les tunnels maudits, les cris, les grondements, les sons de dynamite créent l'impression que la montagne va s'écrouler à tout instant. Les coyotes hurlants de petits animatronics sur une crête ajoutent une vie à l'univers. Chaque scène est pensée non seulement pour l'adrénaline, mais aussi pour renforcer l'idée que la montagne est vivante et dangereuse. Dans la file d'attente, certains outils portent les initiales HR en hommage à Henry Ravenswood. Une peinture rupestre dans un tunnel représente l'oiseau tonnerre, rappelant que la montagne était sacrée avant d'être profanée. Certains bruits de la mine ont été enregistrés à partir de véritables explosions de dynamite et d'éboulements réels. Le décor rocheux est inspiré de Bryce Canyon dans l'Utah, connu pour ses couleurs rouges et oranges flamboyantes. Big Thunder Mountain, Paris, fut un défi colossal pour les Imagineers. Construire une montagne sur une île nécessitait de creuser un tunnel sous la rivière pour l'accès. Les ingénieurs ont dû imaginer un système étanche et fiable pour éviter tout risque d'inondation. Le décor rocheux a été sculpté à la main par des artisans spécialisés, pierre par pierre, pour reproduire l'illusion parfaite des canyons américains. C'est l'une des raisons pour lesquelles la version parisienne est unanimement reconnue comme la plus spectaculaire et la plus ambitieuse. Pourquoi Paris a la meilleure version ? Narration unique liée à Thunder Mesa et au Ravenswood, alors que les autres versions racontent une simple histoire de mine isolée, durée et intensité, un parcours plus long avec plus de scènes et plus de détails, un décor spectaculaire au milieu de la rivière offrant des perspectives inédites et des panoramas incroyables. Immersion totale, chaque détail contribue à faire croire que la montagne est une entité vivante. À Paris, Big Thunder Mountain n'est pas une montagne russe, c'est le cœur battant d'une ville maudite, la pièce maîtresse qui relie toutes les autres histoires de Frontierland. Résultat, on a maintenant une version très enrichie qui double pratiquement la longueur d'origine. Elle met en avant la légende, les détails techniques, l'expérience des visiteurs et même la prouesse de construction. Si Big Thunder Mountain est le cœur battant de Frontierland, Phantom Manor en est l'âme damnée. Unique au monde, l'attraction parisienne a été pensée pour les visiteurs européens. Plus sombre, plus tragique, plus gothique. Ici, pas de fantômes farceurs ou de chansons entraînantes. À la place, une histoire d'amour brisé, une malédiction familiale et une obsession paternelle.
Contrairement aux autres Haunted Mansion, souvent élégante et immaculée, Phantom Manor se présente comme une demeure en ruine. Ses vitres opaques, ses volets grinçants et son bois pourri disent tout. Cette maison a été frappée par une tragédie. Même le jardin est mort, les arbres sont secs, les fleurs inexistantes. Les visiteurs n'ont aucun doute, c'est un lieu maudit qui domine Thunder Mesa comme une menace constante. Dès le premier coup d'œil, on comprend qu'ici, on ne rira pas avec les fantômes, on va entrer dans une tragédie gothique. Au cœur de l'histoire, Mélanie Ravenswood, fille d'Henry et Martha, son destin tragique est le fil rouge de l'attraction. Elle devait se marier mais son fiancé disparut mystérieusement. Henry Ravenswood, obsédé par la mine et la malédiction qui frappait Thunder Mesa, aurait empêché cette union. Revenu d'entre les morts sous l'apparence du fantôme, il veille jalousement sur sa fille, condamnant tous ses prétendants. Mélanie est piégée entre la malédiction de la montagne, la folie de son père et son amour perdu. Elle erre éternellement dans le manoir, toujours en robe de mariée, chantant une douce mélodie en attendant un mariage qui n'aura jamais lieu. C'est ce personnage qui donne à l'attraction une dimension émotive. Phantom Manor n'effraie pas seulement, il bouleverse. À côté du manoir s'étend Bootheel, le cimetière de Thunder Mesa. On y trouve les tombes d'Henry et Martha Ravenswood. Certaines pierres tombales contiennent des jeux de mots macabres, typiques de l'humour Disney. Un cercueil laisse entendre des battements de cœur, comme si quelqu'un était enfermé à l'intérieur. Depuis Bootheel, les visiteurs ont une vue directe sur Big Thunder Mountain, une mise en scène brillante. La mort des Ravenswood, la maison et la mine sont reliés visuellement et narrativement. Phantom Manor propose un cheminement qui va crescendo. Le foyer et le portrait de Mélanie, les prétendants apparaissent puis se transforment, montrant leur mort. Le corridor, Mélanie apparaît à la fenêtre, silhouette fantomatique chantant un air triste. La salle de bal, fête éternelle des fantômes en contraste avec la solitude de Mélanie. Le grenier, une mariée figée entourée de souvenirs de mariage brisés. Phantom Canyon, un final unique au monde où la ville de Thunder Mesa est transfigurée en carnaval grotesque et macabre. Là où Haunted Mansion se termine par une pirouette humoristique, Phantom Manor se conclut dans une ambiance de cauchemar western, accentuant la malédiction de Thunder Mesa. John Damney a composé une bande originale totalement différente de la célèbre Grim Ghost. Son thème principal est une valse triste et élégante. Chaque apparition de Mélanie est accompagnée de cette mélodie qui devient plus fragile et émouvante à mesure que l'histoire avance. Les orchestrations varient selon les scènes, romantiques, oppressantes ou encore funèbres. La musique n'accompagne pas seulement l'attraction, elle emporte l'émotion. Impossible de parler de Phantom Manor sans évoquer Vincent Price, le maître du cinéma gothique et d'horreur hollywoodien. En 1990, Disney fait appel à Vincent Price pour enregistrer la narration originale de Phantom Manor. Sa voix reconnaissable entre mille, grave et élégante, donnait une aura supplémentaire à l'attraction. Malheureusement, pour des raisons linguistiques, la narration devait être en français pour le public européen. Sa voix fut remplacée par une version française. Mais son empreinte est restée, sa voix originale en anglais a été conservée dans les archives et est régulièrement utilisée lors d'événements spéciaux comme Halloween. Son rire démoniaque lui a survécu dans l'attraction, c'est encore aujourd'hui celui de Vincent Price que l'on entend ponctuant certains passages. Ainsi, Phantom Manor n'est pas seulement un hommage au western gothique, mais c'est aussi un clin d'œil direct au cinéma d'horreur classique dont Price fut une figure incontournable. Haunted Mansion, humour macabre, fantôme excentrique, atmosphère victorienne, Phantom Manor, drame gothique, tragédie familiale, ambiance romantique et sombre. Cette approche correspond mieux à la culture européenne nourrie par Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Mary Shelley ou tout un imaginaire où les fantômes sont des figures tragiques plutôt que comiques.
Il y a des secrets et des détails à ne pas manquer. Certaines peintures du manoir changent. Le manoir est relié narrativement à Big Thunder Mountain. La mine maudite et le destin des Ravenswood ne sont qu'une seule et même histoire. Dans la file d'attente, des indices rappellent la disparition du fiancé de Mélanie, renforçant le mystère. La façade est inspirée par le mystérieux manoir du film Psychose d'Alfred Hitchcock, mais aussi par des demeures gothiques du sud des États-Unis. En résumé, Phantom Manor est sans doute l'attraction la plus européenne jamais conçue par Disney, avec Mélanie comme héroïne tragique, Henry Ravenswood en fantôme terrifiant et l'ombre de Vincent Price qui plane sur chaque couloir. L'attraction est bien plus qu'un simple manoir hanté, c'est une tragédie romantique mise en scène dans un western gothique. Si Big Thunder Mountain est le cœur et Phantom Manor l'âme, alors les Rivers of the Far West sont le souffle vital de Frontierland. Elles enserrent la montagne rouge, relient les différentes zones et offrent une respiration contemplative, une parenthèse de calme après les secousses des wagonnets maudits. Creusées artificiellement lors de la construction d'Euro Disneyland, les rivières couvrent plusieurs hectares. Leur rôle n'est pas seulement esthétique. Elles sont un décor central qui donne vie à tout le land. Les berges accueillent des scènes animées, trappeurs, bisons, coyotes, castors. Les bateaux circulent en permanence, ajoutant du mouvement et du son. Clapotis, sifflements, musique. Les visiteurs bénéficient de perspectives uniques sur Big Thunder Mountain et Thunder Mesa. L'eau agit comme un miroir et comme un rideau. Elle isole Big Thunder Mountain du reste du parc, accentuant son aura mystérieuse. 2 bateaux à aube faisaient vivre ces rivières. Le Molly Brown, inspiré d'une héroïne américaine, femme forte et pionnière. Le Mark Twain, réplique fidèle d'un bateau fluvial du 19e siècle, aujourd'hui malheureusement à quai. Ces navires fonctionnent grâce à un système de rails sous-marins invisibles aux visiteurs qui guident leur trajectoire. Contrairement aux apparences, le capitaine ne pilote pas, il surveille. Chaque croisière offre un spectacle différent selon l'heure. Le matin, une atmosphère paisible avec brume et lumière douce. Le soir, une ambiance crépusculaire, presque cinématographique. Les Imagineers ont peuplé les rives de détails. Une famille de visons traversant la prairie, des coyotes hurlant à la lune, des ratons laveurs chipant du poisson à un pêcheur distrait, un campement indien en bordure, une cabane abandonnée témoin de vie des trappeurs. Ces tableaux rappellent Western River Expedition, une attraction jamais construite en Floride, dont une partie de l'héritage a survécu ici. Les visiteurs des années 90 se souviennent encore avec émotion des River Hog Keelboat. Ces petites embarcations inspirées de la série Davy Crockett permettaient d'explorer les rivières de manière beaucoup plus intime que les grands bateaux à aube. Ce qui faisait leur charme, chaque bateau avait un capitaine acteur qui racontait des anecdotes, improvisait des blagues ou jouait les guides. Le trajet passait au plus près des berges, révélant des détails invisibles depuis le Molly Brown. L'expérience variait à chaque voyage selon l'humeur du capitaine. Malheureusement, l'attraction fut fermée pour des raisons pratiques. Capacité trop faible, à peine une dizaine de visiteurs par tour, sécurité compliquée, embarcation instable, risque de chute et coût d'entretien élevé. Aujourd'hui, les bateaux sont à quai, mais leurs souvenirs restent puissants. Si elles existaient encore, cette attraction serait un complément inestimable à la narration de Thunder Mesa, donnant une voix humaine à la rivière. En 2025, Disneyland Paris a choisi de réinvestir dans les rivers, au lieu de les laisser dépérir contrairement aux autres parcs. Ajout de scènes inédites, cascades, bisons, ratons laveurs inspirés de Mark Davis, rénovation complète du Molly Brown avec de véritables pièces du 19e siècle importées des États-Unis, intégration de l'histoire de Thunder Mesa jusque dans les dialogues des capitaines. La rivière reste un élément clé. Elle n'est pas un décor figé, mais un récit mouvant en perpétuel enrichissement. Thunder Mesa est déjà un chef-d'œuvre, mais il aurait pu être encore plus colossal. Dans les cartons des Imagineers dorment des projets grandioses qui n'ont jamais vu le jour.
À la fin des années 90, Disney envisagea d'installer une version unique de Splash Mountain à Paris, mais avec un thème adapté, Pocahontas. Le parcours aurait été plus court que les versions américaines, mais doté de la plus grande descente, en bûche d'or. L'histoire aurait suivi Pocahontas et John Smith, mêlant romance et confrontation entre colons et natifs. L'intégration dans Thunder Mesa aurait été naturelle, une attraction aquatique complétant les Rivers of Far West et enrichissant la dimension amérindienne du land. Pourquoi ce projet a-t-il été abandonné? Faible pertinence en hiver, Paris est égal froid et pluie, coût énorme, succès incertain car les Flume Rides existaient déjà en Europe comme à Europa Park. Mais si ce projet avait vu le jour, Frontierland aurait été la capitale des attractions fluviales Disney. Autre projet mythique, Geyser Mountain, une attraction combinant mine abandonnée et tour de chute libre. Les visiteurs auraient embarqué dans des ascenseurs de mine. Propulsés par la force d'un geyser, ils auraient jailli dans les airs avant de retomber brutalement. Les geysers artificiels auraient jailli dans la skyline de Frontierland, offrant une silhouette spectaculaire derrière Big Thunder Mountain. Ce projet était le pendant Frontierland de la Tour de la Terreur de Californie. Il aurait donné à Paris un symbole visuel encore plus fort. Si les Cailboats n'avaient pas été abandonnés, ils auraient pu évoluer en une attraction plus immersive avec des capitaines jouant de véritables personnages de Thunder Mesa, pêcheurs, prospecteurs, guides indiens. On peut imaginer que chaque bateau aurait raconté une légende différente, enrichissant la mythologie orale du land. Avec Splash Pocahontas, Jersey Mountain et les Killboats, Frontierland Paris aurait été le land le plus complet du monde, mêlant montagnes russes, parcours aquatiques, tours à sensations et attractions fluviales. Une skyline monumentale avec la montagne rouge, le geyser fumant et le manoir gothique. Une fresque narrative unique où chaque attraction aurait renforcé la légende de Thunder Mesa. Même sans ces projets, Frontierland reste un chef-d'œuvre, mais leur simple évocation montre l'ambition démesurée des Imagineers pour Paris. Chers auditeurs, après ce long voyage à travers Thunder Mesa et ses légendes, une évidence s'impose. Frontierland à Disneyland Paris n'est pas un simple décor ni une succession d'attractions, c'est une véritable fresque vivante, une œuvre où chaque détail du plus grand rocher de Big Thunder Mountain jusqu'au plus petit objet posé dans une vitrine de saloon raconte une histoire. Là où les autres parcs Disney ont choisi une approche fragmentée, Paris a pris une voie radicalement différente, celle d'un récit unique, centré sur la ville fictive de Thunder Mesa et la famille Ravenswood. C'est ce choix narratif qui fait toute la force du land. Il n'est pas qu'un hommage au western hollywoodien, il est une légende à part entière. Big Thunder Mountain incarne l'avidité et la malédiction. Phantom Manor représente la tragédie, la mémoire. Les Rivers of the Far West rappellent la vie sauvage et la nature indomptable. Chaque lieu, chaque attraction est une pièce d'un puzzle plus vaste. Et c'est pour cela, à mes yeux, que Frontierland à Paris est le meilleur du monde. Parce qu'il relie tout. Parce qu'il a une cohérence rare, parce qu'il émeut autant qu'il émerveille. On ne traverse pas Frontierland comme on traverse un décor, on y entre comme dans une histoire qui continue de s'écrire depuis 1992 et qui n'a jamais cessé d'évoluer. Alors, que vous soyez amateur de frissons, passionné de légendes ou simplement rêveur en quête d'aventure, Frontierland vous rappellera toujours une chose. Le Far West n'est pas seulement une époque révolue, c'est un mythe éternel, gravé dans la pierre rouge à Thunder Mesa. Voilà, chers auditeurs, nous refermons ensemble ce grand dossier consacré à Frontierland. Vous l'aurez compris, ce land est bien plus qu'une zone thématique. C'est une véritable légende qui se vit à chaque pas. Mais Sparkverse ne s'arrête jamais à une seule histoire. Dans un instant, nous allons conclure cet épisode et je vous donnerai un petit aperçu du prochain voyage qui nous attend. Un épisode thématique, cette fois consacré à une attraction ou à un land précis, où nous irons encore plus loin dans l'analyse et la découverte. Chers auditeurs, notre chevauchée à travers les plaines, les mines et les fantômes de l'Ouest touche à sa fin.
Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble que Frontierland n'est pas seulement un décor de western, c'est un miroir du mythe américain revisité à la manière Disney et surtout sublimé en Europe à travers Thunder Mesa. Nous avons vu comment chaque parc propose sa vision de Grizzly Gulch à Hong Kong à l'absence volontaire de Frontierland à Shanghai, preuve que le western n'est pas un langage universel mais bien une construction culturelle. Nous avons traversé les montagnes rouges de Big Thunder, exploré la tragédie gothique de Phantom Manor, longé les rivières animées par le Molly Brown et redécouvert les projets abandonnés qui auraient pu transformer encore davantage ce territoire. Et si chaque Frontierland a sa valeur, je dois te livrer ici mon avis personnel, c'est bien la version parisienne que je préfère. Pourquoi ? Parce qu'elle va plus loin que toutes les autres, elle ne juxtapose pas des attractions ou des décors, elle raconte une histoire complète où chaque lieu, chaque façade, chaque attraction est reliée à la même légende. Thunder Mesa n'est pas qu'un décor, c'est une ville vivante, maudite et cohérente. Une fresque narrative où Big Thunder Mountain, Phantom Manor, les Rivers of the Far West et même les restaurants et boutiques participent tous au même récit. C'est cette ambition de cohérence qui fait à mes yeux de Frontierland à Disneyland Paris le plus grand chef-d'œuvre de l'Imagineering en matière de western Disney. Et la suite. Dans le prochain épisode de Sparkverse, nous délaisserons le Far West pour plonger dans un autre territoire emblématique, un épisode entièrement consacré à une attraction précise que nous explorons plan par plan, détail par détail, pour révéler son histoire et ses secrets. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidélité. Si vous aimez Sparkverse, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. C'est grâce à vous que ce voyage continue. Je vous dis à très bientôt et souvenez-vous, à Thunder Mesa, chaque clou, chaque pierre et chaque ombre a une histoire à raconter. À la prochaine, cow-boys et pionniers de l'imaginaire.